Quito de Pavan est donc notre invité aujourd'hui. Quito, dans votre actualité, vous préparez donc, je le disais, votre 9e traversée de l'Atlantique Transat Jacques Vabre. Vous sortez également ce livre donc, qui s'intitule « La mer n'est pas assez grande ». C'est aux éditions Priva. C'est un très beau livre que je peux que vous conseiller. Alors, on va essayer d'abord d'en apprendre un petit peu plus sur l'homme. Vous êtes né en Dordogne, oui, dans un village qui s'appelle Saint-Pardoux-la-Rivière. il y a de l'eau déjà. Comment? Il y a de l'eau. Oui, alors, c'est le début. Hein. j'allais y venir parce que Saint-Pardoux-la-Rivière, c'est donc en Dordogne. Et j'allais vous demander comment peut-on être fan de voile en Dordogne? C'est pas forcément là où on s'attend à faire du voilier, par exemple. Oui, c'est vrai. C'est vrai que la petite anecdote, c'est que j'ai commencé à faire du bateau en Dordogne sur un petit étang qui fait 200 mètres de long. Que j'ai retrouvé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps au départ du Vendée Globe, ça m'a fait un reportage là-bas. Et c'est vrai que c'est particulier, je suis peut-être d'ailleurs le seul marin qui ait navigué à la voile sur ce petit étang. Et mes parents ont eu la bonne idée de déménager, quitter la Dordogne pour s'installer au Grau-du-Roi. En Camargue. Tout simplement pour finalement assouvir deux passions qui étaient à la fois le bateau, mais aussi l'équitation. Et la Camargue paraissait finalement un endroit très approprié pour ce genre de choses. Alors on voit en photo, là vous êtes à côté d'un cheval, puisque vos parents sont fans et de voilier et d'équitation. C'est papa qui vous mettra le pied à l'étrier, si je peux faire ce jeu de mots, parce que c'est lui qui vous emmènera sur ce petit bateau. Voilà, qui s'appelle le Mazo, déjà. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête et dans votre corps quand vous montez sur ce bateau? Parce que c'est là qu'a eu lieu le déclic. En fait, j'ai découvert un truc incroyable quand on vient de Dordogne, qui est un endroit merveilleux, mais boisé et plein de collines, donc on ne voit pas grand-chose, si ce n'est des forêts, des sentiers, des ruisseaux, des gués. Et quand on arrive au Grau-du-Roi, moi, quand j'étais gamin, j'avais une dizaine d'années, je découvre un truc incroyable qui s'appelle l'horizon. D'accord. Voilà. Et ça, c'est magique. Quand on est un peu curieux, tout simplement, on essaie d'aller voir ce qui se passe derrière l'horizon, et ça nous amène petit à petit à faire le tour du monde. Et alors, évidemment, vous devenez amoureux de la navigation et principalement d'un modèle en 78 qui s'appelle Mike Birch. Oui, c'est ça, Mike Birch, absolument. Mike Birch, voilà, qu'on voit en photo. Canadien qui avait... moi, je me souviens, ces images de la route du Rhum m'ont marqué. J'avais 17 ans, moi, à l'époque. Et le vainqueur, donc il y a eu une histoire incroyable, c'est que le vainqueur de cette route du Rhum était un Canadien qui s'appelle Mike Birch, mais qui avait un petit bateau de 12 mètres, un trimaran, ce qui était très rare à l'époque. Et il a finalement doublé un grand monocoque qui s'appelait Critère à l'époque, juste sur la ligne d'arrivée. Il gagne avec 90 secondes d'avance. Et ces images ont été magiques. Et Mike, il avait 47 ans. À cette époque-là, il a continué à naviguer très longtemps, il va avoir 85 aujourd'hui. Et c'était un grand monsieur qui finalement avait une vie qui était assez proche de la mienne. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui avait fait beaucoup de choses, il avait été cow-boy, cheval. Il avait convoyé des bateaux pendant de nombreuses années, et puis il a fait cette route du Rhum un peu par défaut. En fait, il avait un bateau, il voulait aller aux Antilles, et puis il y avait une course qui s'appelait la route du Rhum qui se créait, il s'est dit, je vais y aller en course. Et puis voilà, il a gagné la course, c'était magique. Voilà. Et dans ce livre, vous nous dites que vous avez eu envie de réaliser ce rêve d'adolescent, de vivre la même chose que lui, en fait. Ouais, c'est ça. Ça m'a donné envie de devenir marin moi-même, de faire ce métier, si tant est que ça en soit un. Et il a fallu finalement que je sois opiniâtre parce que j'ai fait ma première route du Rhum, moi, à 50 ans. Et oui, voilà. C'est ça. Donc c'est-à-dire combien, 33 ans après? Oui, c'est ce que je disais en fait, c'est que vous êtes passionné de navigation et de voile depuis très longtemps, sauf que professionnellement, vous n'en vivez que depuis l'an 2000. Alors, l'an 2000, ça a été surtout... on a retrouvé des images pour tout vous dire. Aïe. Oui, c'est ça. D'une traversée qui s'appelle donc Lorient-Saint-Barth. C'est la Transat AG Désert. C'était en l'an 2000. On regarde les images et on en reparle juste après. Ces deux Languedociens ont décidé d'aller affronter les Bretons sur leur terrain. Christophe de Pavan, en noir, 39 ans, et Gilles Rabot, 28, s'entraînent depuis 2 mois pour la Transat Lorient-Saint-Barth aux Antilles sur Figaro, un 9,50 m. Quito, Montpellierin, basé au Grau-du-Roi, a participé à de nombreuses courses en Méditerranée. Son métier, convoyeur de bateaux. Ça fait quelques fois que je traverse, ça fait 25 transats
derrière moi, donc j'ai l'habitude de ce genre de choses. Et c'est vrai que moi j'ai croisé souvent les concurrents de la Transat AG2R en ramenant des bateaux des Antilles, et que c'est vrai que ça me fait plaisir d'être moi-même concurrent cette fois-ci. Gilles Rabot de Carnon est un spécialiste de match racing, course entre deux bateaux identiques, en Méditerranée et en Atlantique. Il a contacté Quito afin de se préparer pour la saison 2000 en Figaro. Donc j'ai appelé Quito pour savoir si on pouvait s'entraîner ensemble, faire des essais de vitesse sur les bateaux, etc. Et il m'a proposé de faire la Transat AG2R en double. Et donc moi j'ai réfléchi 24 heures et j'ai dit go et on est parti. Sur les 42 équipages concurrents de la Transat, seulement 4 Méditerranéens et parmi eux, Quito et Gilles sont les seuls à défendre les couleurs du Languedoc-Roussillon. Et il faut qu'on prouve à tout le monde qu'on est très compétitif, même dans des séries qui sont essentiellement réservées aux Bretons jusqu'à présent. Sur des bateaux identiques, les concurrents seront à armes égales, départ de Lorient le 16 avril et arrivée à Saint-Barth 20 à 25 jours après, vers le 10 mai. Ça vous fait quoi de revoir ces images, En Quito? fait, j'ai jamais vu ces images. Bon, on est là pour ça. Voilà. Et c'est vraiment le début, effectivement, d'une belle histoire qui a commencé en 2000. Alors, pour la petite anecdote, ce bateau, il avait un nom pour la Transat AG2R. Il s'appelait les Tortues à carapace molle. Voilà. Ah bon? Pourquoi? En fait, tout simplement parce qu'on n'avait pas trouvé de sponsor. C'est une grande difficulté pour la plupart des marins, c'est de trouver des partenaires. Et on a cherché, on n'a pas trouvé. Et puis à un moment, on s'est dit, de toute façon, il faut qu'on appelle le bateau d'une manière ou d'une autre. Et en fait, on avait demandé à une copine qui est graphiste de nous faire une déco sympa du bateau. Alors, elle avait proposé pas mal de choses. Il y avait des crocodiles, il y avait des éléphants et il y avait des tortues à carapace molle. Et en fait, c'est les enfants qui ont décidé de garder la déco des tortues à carapace molle. Et du coup, on a appelé le bateau comme ça. Et finalement, ça a été très positif parce qu'on a été suivi par plein de gens, notamment nos concurrents bretons et notamment un certain Jean Le Cam, qui a beaucoup apprécié d'abord le trait d'humour et puis la trajectoire qu'on avait faite sur l'Atlantique. Et du coup, j'ai eu la chance d'être embarqué avec Jean Le Cam pendant quelques années après, voilà, dès 2001 d'ailleurs, sur son bateau qui s'appelait Bonduel à l'époque. Alors, Quito, on va faire un bond dans votre carrière. On va passer directement au point Nord, parce que depuis le départ, on dit que vous avez une belle carrière, que tout se passe bien. Bien sûr qu'elle est belle, bien sûr qu'elle est jolie, mais il y a une ombre au tableau, c'est le Vendée Globe. Voilà, ça fait 3 participations, 3 abandons. Alors, si on en parle, c'est parce qu'en fait, tout va s'enchaîner dans votre actualité, puisque le livre qui sort, évidemment, relate de tout ce qui s'est passé durant cette course. Est-ce que... J'aimerais juste lire, au tout début dans votre livre, vous dites, donc ça c'est pour le deuxième Vendée Globe. Donc on est en 2012, vous abandonnez. Et dès le début, vous dites, en 2012, quand je m'étais retrouvé avec le bateau cassé au Portugal et que j'avais dû abandonner une deuxième fois, je m'étais dit que je n'aurais pas la chance ni le courage d'y retourner. Et vous y êtes allé une 3e fois. Parce qu'on dit jamais 203. Et on dit jamais 304. Ben, c'est un peu ma question. Ça veut dire que vous décidez d'abandonner le Vendée Globe parce que vous êtes un téméraire, vous avez envie de faire le tour du monde, vous l'expliquez dans ce bouquin. Ouais. Donc je me suis dit, je vais lui poser la question, est-ce que vous y retournerez une 4e fois? On ne sait pas aujourd'hui, en tout cas on y réfléchit. Le fait de ne pas réussir ce 3e Vendée Globe m'oblige à réfléchir au prochain. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'ai envie? Est-ce que mes partenaires vont suivre? Et toutes ces questions, on n'a pas encore tout à fait les réponses. D'accord. Mais par contre, on envisage effectivement assez sérieusement d'y retourner. C'est vrai que sur le moment, c'est difficile. Voilà, abandonner un Vendée Globe, alors les premiers ont été très très courts. Le 3e, il a été un peu plus long et puis c'est terminé par une belle histoire finalement. Elle est un peu plus encourageante, on va dire, que cette participation 2016, elle est un peu plus encourageante que les précédentes. Et moi, j'ai envie de terminer cette histoire-là. J'ai mis le doigt dans cet engrenage du Vendée Globe il y a déjà une 15aine d'années. Oui, c'est ça, oui. Et je crois que j'ai encore la force, voilà, de m'y engager. Voilà. Tant mieux, tant mieux. Alors, après je pense que je suis aussi capable de m'en passer. Bon, on verra bien alors si vous y retournerez ou pas. Et puis nous verrons comment ce petit bébé, ce petit bijou, est né donc de cette malchance, entre guillemets.